Bonjour à toutes et à tous. Le manuscrit qui nous occupe aujourd'hui est particulièrement important par rapport à Léonard et notamment au folio 85 de l'exemplaire genevois du déproportionné de la proportion divine. Indique le nom de Léonard que vous voyez, Leonardus Vincius Pictor, comme le probable concepteur de la décoration, ce qui pose naturellement la question plus large du rapport de Léonard de Vinci avec la perspective, une question qui a suscité largement une littérature alors extraordinairement abondante depuis le 19e siècle et que je vais réduire de manière extrêmement brutale aujourd'hui en rappelant que Léonard a usé au moins de deux types de perspectives distincts. D'une part, celui qu'il a nommé lui-même la perspective aérienne ou atmosphérique, d'autre part, la perspective linéaire ou géométrique. Alors la perspective atmosphérique ou aérienne est un procédé qui consiste à produire un effet de profondeur par des moyens purement picturaux, c'est-à-dire en plaçant au premier plan d'une peinture les couleurs les plus sombres, les plus chaudes, la matière la plus couvrante, les formes les plus précises, et en allant vers le lointain, c'est-à-dire vers l'horizon, en adoptant des couleurs plus claires, plus froides, une matière plus translucide et des formes moins bien définies, plus floues. Ce procédé a été élaboré par les peintres flamands à partir des années 1420 à 1430 et en particulier par Jan van Eyck, dont je vous montre à gauche le détail de la stigmatisation de Saint François à la Galleria Sabauda à Turin, qui date autour de 1435 et dont le paysage est suffisamment éloquent. Léonard de Vinci, qui je le rappelle né à Vinci en 1452, se forme à partir de 1465, c'est-à-dire à partir de l'âge de 13 ans, dans l'atelier florentin d'Andrea del Verrocchio, où les modèles flamands sont tout à fait connus et dont il s'inspire dans sa propre production, notamment dans cette œuvre dont vous voyez le détail à droite, le baptême du Christ de la Galerie des Offices à Florence, réalisé à partir de 1472 environ, il a alors 20 ans, en collaboration avec son maître Andrea del Verrocchio. Léonard réalise seulement l'ange qui se trouve à gauche, ainsi qu'une portion du paysage pour laquelle il s'inspire directement de la stigmatisation de Saint François de Jan van Eyck, qui se trouvait à Florence au début des années 1420 et qui a exercé un impact. Mais Léonard commence également à partir de ces années-là à projeter un traité de la peinture, un traité qu'il n'aura jamais le temps de publier de son vivant, puisque c'est une élaboration avec quelques idées léonardesques qui seront imprimées seulement au milieu du XVIIe siècle, mais tout au long de sa vie, à partir de là, il remplit des carnets entiers en observant des procédés de la peinture et notamment en étant le premier à théoriser la perspective atmosphérique qu'il appelle la prospectiva aerea. Dans ces carnets, il parle également du second procédé de perspective qui est donc la perspective linéaire ou géométrique. Celle-là est théorisée depuis longtemps et Léonard ne va faire que l'enrichir d'observations nouvelles. Je rappelle que depuis l'époque de Giotto, au XIVe siècle, la perspective, ou plutôt les peintres, ont cherché à creuser l'espace d'une manière tout à fait empirique et que ce n'est finalement qu'à la fin du XIVe siècle que la perspective mathématique entre dans le champ de l'optique, notamment à l'université de Padoue, avec des penseurs comme Biagio Pellacani. Sur le plan de la peinture, la perspective est transposée à Florence à partir de 1400 par l'architecte Filippo Brunelleschi, qui mène plusieurs expériences, notamment reproduisant le baptistère à l'aide d'un miroir. Le procédé
est théorisé, vous le savez, en 1435 à Florence par Leon Battista Alberti. Vous connaissez certainement son traité De Pictura, qui est traduit l'année suivante en italien, Della Pittura, et dans lequel Alberti théorise la vision pyramidale, c'est-à-dire le tableau bidimensionnel comme une section d'une pyramide dont la pointe se situe dans l'œil, en créant ce qu'on appelle la perspective monofocale, avec le point de fuite sur la ligne d'horizon, les lignes de fuite et ainsi de suite. Cette théorie sera explicitée de manière plus pragmatique quelques années plus tard, autour de 1460, dans le De Prospectiva Depingendi de Piero della Francesca, un peintre de Borgo San Sepolcro en Toscane, qui travaille à Florence et dont les théories sont naturellement bien connues dans l'atelier de Andrea del Verrocchio et en particulier par Léonard de Vinci, qui s'en inspire dans ses œuvres, notamment dans la célèbre Adoration des mages qui est restée inachevée aujourd'hui aux Offices à Florence et dont on connaît plusieurs dessins préparatoires, dont celui-ci qui se trouve également aux Offices et qui prépare le dispositif architectural, où vous voyez qu'on utilise la ligne d'horizon, le point de fuite unique et les lignes de fuite pour le pavement, avec cette manière totalement régulière de créer la profondeur par un système de proportion qui s'applique également aux figures. Fin 1482, début 83, Léonard quitte Florence pour rejoindre Milan. Il entre à la cour de Ludovic le Mort, de Ludovic Sforza, en se présentant dans sa lettre de motivation comme ingénieur avant tout. Accessoirement, dans les 2 dernières lignes, il dit qu'il est aussi sculpteur et peintre. Et il trouve à Milan un terreau totalement fertile par rapport à ses intérêts pour la perspective, puisque une année avant lui, Bramante est arrivé à Milan et réalise aussitôt une composition célébrissime gravée par Bernardo Prevedari, dont vous avez ici à gauche la feuille conservée à la British Library de Londres, qui représente une architecture en ruine, en perspective, selon le principe de la perspective linéaire. Regardez notamment le pavement avec les lignes de fuite, est peuplé par des personnages dont les têtes sont alignées sur la ligne d'horizon selon la recommandation de Alberti et dont les proportions sont calculées par rapport à l'architecture selon les règles édictées dans les 10 livres De Architectura de Vitruve. La proportion vitruvienne est alors un centre d'intérêt important pour Léonard dans ces années milanaises, comme en témoigne, comme on l'a dit, le feuillet, aujourd'hui conservé à l'Accademia à Venise, avec ce fameux dessin qu'on appelle l'homme vitruvien et qui met en évidence les proportions idéales du corps humain. Donc la rencontre avec Luca Pacioli est une rencontre pratiquement dictée par le destin, puisqu'en 1496 arrive à Milan un mathématicien, le mathématicien Luca Pacioli, qui va cristalliser et consolider l'intérêt de Léonard pour ces questions de perspective et de proportion. Alors on l'a dit, Luca Pacioli est né à Borgo San Sepolcro, c'est-à-dire la ville même de Piero della Francesca, qu'il a connu et dont il a repris d'ailleurs les papiers et les théories, au point qu'on a accusé plus tard Luca Pacioli d'avoir plagié Piero della Francesca. Il se trouvera à Rome en 1471 aux côtés de Alberti et donc va partager également certains intérêts avec Alberti avant de se rendre à Venise en 1476 où il devient moine franciscain à San Francesco della Vigna, et c'est en tant que franciscain que vous le voyez ici portraituré dans cet extraordinaire tableau réalisé en 1495 par Jacopo de Barbari, un grand peintre qui travaille à Venise. Le tableau est conservé aujourd'hui au Museo di Capodimonte à Naples, et où l'on voit Luca Pacioli en train de décrire avec un autre homme qu'on pense, Guidobaldo da Montefeltro, de décrire, d'observer et de reproduire sur
sur une ardoise à l'aide d'une craie un polyèdre suspendu, alors qu'un autre polyèdre se trouve sur le livre qui se trouve à droite. La rencontre de Léonard et Luca Pacioli va naturellement se matérialiser dans la divine proportion, dans cet ouvrage dont l'exemplaire genevois porte sur le frontispice ces magnifiques enluminures qui montrent que l'exemplaire a été dédié directement au duc Ludovic Sforza, c'est-à-dire Ludovic le Mort. Vous y voyez, comme on l'a dit, le blason dans la partie inférieure et dans la partie supérieure, une vignette représentant le franciscain Luca Pacioli offrant le livre, c'est-à-dire l'exemplaire qu'on a sous les yeux, au duc en personne. C'est une enluminure qui a été réalisée par un artiste dont on n'a plus le nom, ou peut-être qu'on n'a pas encore retrouvé le nom parce qu'il n'a pas été identifié, et on l'appelle avec un nom de commodité, le maître de l'épithalame de Giasone del Maino, dont on connaît d'autres œuvres tout à fait caractéristiques de la culture milanaise à la fin du XVe siècle. Le 6 octobre 1499, les armées françaises de Louis XII entrent dans Milan, déposent le duc, ce qui entraîne une dispersion de la cour. Léonard et Luca Pacioli se rendent ensemble à Mantoue, puis leur chemin se sépare. Léonard continue sur Venise en 1500, puis à Florence, il revient à Milan avant de terminer ses jours en France, à la cour de François Ier, où il meurt en 1519. Je pense que cela ne vous aura pas échappé. Quant à Luca Pacioli, lui, il continue sur Pavie, où il enseigne, puis Bologne, puis Venise, où il va éditer la version imprimée en 1509, et je vous montre côte à côte la version genevoise, donc dessinée, la version de l'Ambrosiana, son jumeau qui a été, comme on l'a dit, dédié à Galeazzo da San Severino, le beau-fils de Ludovic le Mort, et donc on peut dire très proche du duc et un des hommes forts de la cour, et la version imprimée à Venise en 1509 qui est multipliée puisqu'il s'agit d'une version imprimée mais aussi beaucoup plus simplifiée, une simplification qui est induite naturellement par la technique même de la xylographie, de la gravure sur bois par rapport au dessin que vous voyez ici. L'ouvrage donc des Divina Proportione est un ouvrage qui pose la question de l'invention et de l'exécution, autrement dit de l'attribution, question fondamentale, Léonard ou pas Léonard, c'est la question que va poser maintenant Mauro Natale.